Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bienvenue pour cette séquence de retour d'expérience. Donc on est dans une rubrique qui sont les nouveaux usages pour décarboner nos cadres de vie. Cette séquence est intitulée « Maîtriser les factures énergétiques par le suivi de la performance ». En réalité, on va beaucoup vous parler de qualité dans le bâtiment, donc qualité au niveau de la conception, de la mise en œuvre, de l'utilisation du bâtiment. Cette démarche de qualité, ici le commissioning, est un moyen qui a fait ses preuves pour obtenir un bâtiment qui aura une performance énergétique conforme à ce qui a été planifié. Cette démarche vertueuse va être illustrée par nos 2 intervenants au travers de l'expérience qu'ils ont accumulée ces dernières années en France et à l'étranger. Donc nous aurons David Corgier, qui est dirigeant de l'entreprise CMDL Manaslu qui vend de la prestation intellectuelle, et Hicham Lamidi, qui est directeur de Elitis Solutions, qui vend encore plus que de la prestation intellectuelle, puisqu'il vend les objets, il les fabrique. Alors je vais de ce pas passer la parole au premier intervenant, qui va nous emmener dans la région lyonnaise, grenobloise, pardon. Excusez-moi pour les gens de là-bas. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter un premier retour d'expérience concernant donc, une opération de tertiaire de bureau en construction neuve. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2016, donc c'est il y a déjà 6 ans, avec une maîtrise d'ouvrage, un industriel de la régulation, qui avait un projet de reconcentrer toutes ses équipes sur un site, un unique site, et donc accueillir 1500 personnes dans un bâtiment qui serait un démonstrateur de la qualité de leurs produits et de leur démarche. C'est le projet XPOL. Donc, outre les certifications environnementales au plus haut niveau qui étaient en ambition de départ, le maître d'ouvrage a décidé de concevoir le projet avec une maîtrise d'œuvre et ensuite de le confier dans le cadre, à une équipe dans le cadre d'un concours de promotion, avec une cible très ambitieuse qui est être énergie positive sur les 5 postes réglementaires plus d'autres postes bâtiments, et donc d'avoir une consommation contractuelle de 20 kWh d'énergie finale d'électricité sur les postes bâtiments. En complément, le process occupant était imaginé à 17 kWh/m², avec un accompagnement des usagers pour les aider à respecter cette cible. Donc, les méthodologies de vérification étaient du type IPMVP option D, avec donc l'utilisation de simulation énergétique dynamique, et également donc à charge du promoteur d'intégrer tous les systèmes de mesure, de GTB et autres pour pouvoir prouver le respect de cet objectif de 20 kWh/m² d'énergie finale. Et cela sur 2 ans. Schématiquement, ceci ressemble donc à ces découpages de phases avec une maîtrise d'ouvrage occupante qui fait une conception et ensuite qui confie le bébé à une équipe de promotion dans laquelle Manaslu a été intégré en tant qu'AMO Energy Commissioning avec 2 années de monitoring et de vérification de conformité. Arriver en phase d'APD, ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire aussi qu'on a encore l'opportunité pendant la phase pro d'optimiser les performances grâce à la simulation énergétique dynamique. Vous voyez ici, je vais passer très très vite sur l'architecture des outils que nous on utilise et que l'on a développé en interne Manaslu, avec l'utilisation donc d'un outil de dessin qui est Design Builder, de paramétrage, un outil interne de paramétrage des équipements et d'optimisation, d'adaptation du modèle aux réalités du terrain,
On utilise le moteur de calcul Energy Plus pour les simulations et également MATLAB Simulink pour tout ce qui est équipement, système, régulation qui ne sont pas pris en charge par Energy Plus, pour ensuite les traiter. Donc cet outil de simulation énergétique dynamique, on l'a utilisé pour évaluer en amont et on va le faire vivre tout le long du projet pour prouver la conformité du projet. Un petit point important, on a récupéré le travail de l'équipe de maîtrise d'œuvre. On s'est rendu compte qu'avec nos modèles, en fait, on n'était pas à 20, mais on était à 40. Donc ça, c'était déjà la première base d'optimisation. Donc Manaslu et les équipes de Bouygues Immobilier ont travaillé à optimiser la conception de l'APD pour faire un pro conforme aux objectifs. Ensuite, on a développé une démarche de commissioning avec des vérifications, par exemple, de qualité d'enveloppe. Vous voyez ici les vérifications de conformité des performances des éléments de parois opaques. Et après les phases d'exé, en phase chantier, on a proposé des fiches de suivi qualité à usage de la maîtrise d'œuvre, mais également des opérateurs des entreprises pour être sûr qu'on était conforme à ce qu'on avait prévu, puisque tout dérapage était contractuellement très néfaste pour le promoteur. Les mêmes sujets comme l'étanchéité à l'air ont été traités. Donc, vous voyez les phases classiques de formation, de vérification, de contrôle, avec un test qui s'est révélé pratiquement au niveau passif sur le volume complet des 27 000 m² de bâtiments. Les systèmes de ventilation ont été testés, que ce soit l'étanchéité à l'air avec des procédés de test qui nous permettaient de valider la conformité de la classe C sur tous les réseaux complets, pas simplement sur des tronçons. Et également un énorme travail de vérification à la réception pour être sûr que tout était opérationnel et conforme à ce qui était prévu. Vous voyez ici, par exemple, le diagnostic par thermographie qui a été fait de manière exhaustive sur les 27 000 m², enfin du moins sur les zones qui étaient traitées par ce type de terminaux, avec la différenciation entre un terminal qui était bien irrigué, un qui était partiellement non irrigué, ou alors avec une vanne qui fuitait. Donc tout ça, c'était du travail fait par des ingénieurs pendant des mois et des mois pour être sûr que le bâtiment était conforme. Ensuite, une fois qu'il est livré et que le personnel peut prendre ses aises dans les 27 000 m², on enregistre de manière automatique les données et on va faire un commissionnement automatisé. C'est-à-dire qu'on prend les variables mesurées, variables qui sont des compteurs, qui peuvent être des variables d'état, des consignes, des mesures. Et ensuite, on a une application logicielle développée spécifiquement, mais qui est adaptable à d'autres opérations, pour traiter et valider la conformité, non seulement des données, mais également des conditions de confort. Donc à ce jour, là, au 1er janvier 2021, on avait quelques milliards de données qui étaient traitées. Ça se passe de la manière suivante. Alors là, le PowerPoint m'a fait des misères, mais c'est pas grave. On récupère les données et avec des algorithmes qui ont été programmés par nos ingénieurs, on est capable de délivrer des journaux hebdomadaires de conformité, par exemple du confort d'une zone, du fonctionnement d'une vanne, du fonctionnement d'une production, du fonctionnement même d'un compteur d'énergie, etc. Donc tout ça sont des journaux qui sont générés, transmis au Facility Manager, qui ensuite, lui, n'a plus qu'à identifier les corrections à faire et à faire le travail. Et donc, s'il faut bien imaginer, c'est qu'on n'a personne qui est derrière un écran qui passe ses journées à vérifier des tableaux de GTC. Donc, on optimise le temps d'ingénierie pour analyser, mais surtout, on a amélioré le temps de réactivité des corrections des défauts pour être le plus optimal possible par rapport aux engagements de performance et également par rapport aux attentes des occupants. Enfin, pour vérifier les performances, il faut utiliser le jumeau numérique du bâtiment, c'est-à-dire on utilise les données de mesure et on va les réinjecter dans le modèle. Ça se transforme, en fait, ça se traduit par une base de données unifiée que vous voyez en rouge. Et cette base de données en bas, là, elle va nous permettre ici de réinjecter et de valider le modèle. Donc on utilise les mêmes modèles, on recale par rapport aux résultats, par exemple test d'étanchéité à l'air ou n'importe quel paramètre qui peut être un petit peu différent en phase chantier par rapport au pro. Et ensuite, on va réinjecter, par exemple, le fichier météo, certaines données, des consignes, par exemple de température, qui sont divergentes de ce qui était prévu dans le protocole. Et on va essayer après de calibrer et de recaler le modèle pour être sûr que notre modèle représente la vraie vie du bâtiment. Donc ici, vous avez des analyses mensuelles de conformité par critère. Par exemple, vous avez le primaire chaud, donc on essaie de voir un petit peu où sont les différences. La même chose pour le froid, les consommations, par exemple, des thermofrigopompes, l'éclairage, etc. Et on essaye de voir un petit peu où on est le plus précis, le plus réaliste.
et corriger ce qui peut être corrigé, c'est-à-dire voir un petit peu quels sont les paramètres qui ont pu être faux dans notre modèle original. Une fois que notre modèle est calé, en fait, on va reprendre les hypothèses du protocole qui nous a été imposé par Schneider Electric et on va réinjecter donc les hypothèses de protocole dans le modèle pour voir si on est à la cible de 20 kWh/m², chose qui se vérifie au total, c'est-à-dire qu'on est bien à la cible des consommations d'électricité. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que au niveau des productions, on est à peu près identique. En éclairage, eh bien, on peut être meilleur. Donc, on peut être meilleur dans la vraie vie. On a des CTA et des pompes qui sont meilleures. Donc, au niveau des consommations d'auxiliaires, on est beaucoup plus performant que prévu. Par contre, on constate que l'eau chaude sanitaire, qui sert à des usages comme les vestiaires ou la cuisine, n'est pas au niveau attendu. Et puis, on a la même chose au niveau des régulateurs de vannes. Voilà. Donc, tout ça, ça nous permet de prouver, de certifier à notre client que le bâtiment est au niveau de performance, donc on respecte le contrat, mais également on voit les marges de progrès en termes de modélisation, d'hypothèses d'usage et également de précision de modélisation. Après, quel est le bilan sur cette approche ? On a un suivi transversal qui porte ses fruits. Par contre, c'est des moyens, donc ce sont des ingénieurs principalement. Donc on est obligé de tout vérifier sur le terrain. C'est beaucoup d'heures de temps, c'est du budget pour le promoteur, mais à la fin, il a la carotte, c'est le contrat de performance. On est quasiment maintenant certain de faire des modèles fidèles à la réalité, donc ça c'est très important pour les projets futurs. Et puis surtout, maintenant, on fait du suivi automatisé d'exploitation. Donc le contrat est terminé et on est au service de l'usager maintenant qui a toujours besoin de nos journaux et de notre analyse en continu des performances, ce qui nous permet également de progresser dans nos pratiques et également d'avoir un bâtiment qui ne dérive pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas la fin du monitoring et puis ensuite tout s'écroule, il n'y a plus rien qui fonctionne et il y a l'inconfort des plaintes. Un point important aussi sur les points positifs, c'est que la maîtrise d'ouvrage n'a jamais lâché, donc elle avait une vision claire. Ça, c'est un point important, savoir où on veut aller pour partir en mission. On a eu également des niveaux de qualité qui ont été très élevés, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement aucune plainte des occupants à la livraison. Et ça, ce sont des choses qu'on aimerait bien observer sur beaucoup de bâtiments neufs et rénovés, surtout en tertiaire de bureau, c'est ne pas avoir d'inconfort et pas avoir de plainte. Donc très peu de GPA, très peu de plaintes, très peu d'insatisfaction à réception. Et puis surtout, on a un protocole détaillé qui nous a permis de prouver l'atteinte de la cible. Un point important quand même, c'est la contrainte budgétaire. On ne peut pas faire ça pour tous les projets. Par rapport à ce qu'on a pu entendre ce matin par l'architecte qui nous a parlé également de sobriété, de simplification, tous les bâtiments ne peuvent pas être aussi complexes que celui-là, donc on a mis en place une démarche très lourde pour gérer la complexité. Mais on sait quand même que la dimension numérique doit pouvoir nous aider à être plus efficace, c'est-à-dire pouvoir déployer ce type de mission à moindre coût avec des outils qui seraient automatisés. Donc on fait sur le traitement de données en exploitation, puisqu'on n'a plus personne derrière les écrans. Mais on est en train aussi de le développer sur des moyens de mesure automatisés. Donc c'est quelque chose qu'on voit au stand 6 où on a une plateforme robotisée de mesure qui nous permettront d'alléger énormément les temps de réception et de vérification à la livraison. Voilà un petit peu. Donc ça veut dire qu'on sait le faire, on a les méthodes, on a les outils, mais il faut encore de la R&D et il faut de la volonté pour pouvoir le déployer. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci David. Vous avez dit que le contrôle est exhaustif sur le terrain. Ça veut dire que c'est 100% des points singuliers, des matériels qui sont contrôlés, ou il y a quand même un peu d'échantillonnage et... Il y a très peu d'échantillonnage, en particulier tout ce qui est qualité d'enveloppe, donc étanchéité à l'air. On a un collègue qui n'est pas là aujourd'hui qui a fait des dizaines de kilomètres dans le bâtiment pour accompagner tout ce qui était qualité de pose, qualité de mise en œuvre de tous les points dédiés, que ce soit les ponts thermiques ou l'étanchéité à l'air. Donc c'est énormément de temps, énormément d'accompagnement, mais des résultats qui sont au-delà des espérances. Et voilà, donc c'est un bâtiment qui est ultra sobre, mais il faut du contrôle, parce que la qualité, c'est du contrôle. C'est pas simplement des dossiers. Donc on fait du commissioning, mais c'est pas du commissioning du dossier, c'est du commissioning de vérification, de conformité. Et vu les enjeux, on devait être exhaustif.
Sur la digitalisation, vous nous avez expliqué très brièvement que vous travaillez sur l'accélération pour la réception. Donc, c'est avec on imagine des senseurs, des robots, etc. Est-ce que sur la partie amont, donc au niveau de la conception, au niveau de la préparation, de la mise en œuvre, l'outil peut aussi s'améliorer pour donner plus de productivité, puisqu'on sait qu'on a beaucoup d'intervenants à ces étapes-là? Alors, il est vrai qu'il y a un gros volet formation, sensibilisation et adhésion des entreprises. Et c'était une grosse difficulté sur le projet. C'est-à-dire qu'on avait beau dire au chef de chantier, attention, il faut faire attention. L'opérateur avait du mal à recevoir l'information pour plein de raisons. Non seulement il n'y avait pas de courroie de transmission, mais il y a peut-être 3 ou 4 langues aussi également différentes sur la courroie de transmission. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles. Donc on peut préparer, le digital peut nous aider à préparer, à diffuser la bonne parole. Mais de toute manière, il y aura toujours l'opérateur. Donc la montée en compétence des opérateurs, c'est un vaste défi parce que c'est de la formation. C'est également éviter la sous-traitance de sous-traitance de sous-traitance. Et ce sera toujours une difficulté. C'est-à-dire qu'on pourra mettre du numérique pour accélérer les gens qui ont, entre guillemets, un certain niveau de conscience et l'accès à certains outils. Mais la qualité de pose, c'est quelque chose qui mérite quand même toujours l'action humaine, malheureusement. Donc on peut le préparer, mais il faudra toujours de l'humain. Est-ce qu'il y a une question de compréhension encore? Sinon, je vais passer la parole au prochain intervenant et on fera une question commune à la fin. Merci. Peut-être plus une question de prospective. Aujourd'hui, vous déployez cette méthode sur un paquebot de plus de 20 000 m² en tertiaire, monofonctionnel. Comment est-ce que vous voyez ce genre de technologie, d'une part sur des projets de moindre ampleur, qui sont probablement plus nombreux, même au total en nombre de mètres carrés, et d'autre part sur d'autres fonctions, je pense évidemment au logement, où ça devient plus compliqué, mais d'autant plus pertinent pour les usagers? Alors, traiter des bâtiments de plus petite taille, c'est pas une grosse problématique. Nous, on était plutôt très, très handicapés par la taille gigantesque, puisqu'on est une entreprise qui est moins de 10 personnes. Donc, on a dû trouver des partenaires pour faire du contrôle exhaustif. Donc, si c'est plus petit, c'est pas plus difficile. Après, le logement, c'est quelque chose qu'on a fait, par exemple, sur le projet Icari, où on est arrivé à avoir des logements qui sont à moins de 30 kWh de besoin de chauffage. Ça, sans aucune difficulté, 22 degrés, 22-23 degrés dans les logements, moins de 30 kWh, c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc, la problématique du logement, c'est plus le modèle économique de la promotion de logement. Et on arrive mieux à le traiter avec des bailleurs sociaux sur la rénovation, puisque là, on a une rentabilité. C'est quelque chose que l'on peut faire. On a des résultats avec Alia d'Habitat en région lyonnaise qui sont tout à fait exceptionnels aussi. Donc, on peut adapter le process. Et surtout avoir des systèmes beaucoup plus simples, donc beaucoup plus robustes, donc nécessitant moins de moyens de vérification. Voilà. Donc on peut faire du simple et on peut faire, comme dirait Quentin, du right tech, c'est-à-dire mettre juste la technologie où il faut et les moyens de contrôle où il faut. Ce qu'il faut juste prendre en compte, c'est que le commissioning, c'est d'abord une analyse de risque. Et l'analyse de risque, en fait, elle va s'adapter au niveau de complexité. Et si vous avez quelque chose qui est low-tech, votre analyse de risque ne va pas porter sur les mêmes sujets. Vous aurez moins de moyens à consacrer à cette vérification. Il y a la prévention aussi. Alors vous avez parlé de paquebot, ça fait une belle transition avec Monsieur Lamidi de Elitis Solutions, qui va aussi parler de bateau. Oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est tous réunis aujourd'hui pour évoquer la maîtrise des factures énergétiques, et ça me donne envie, en fait, de démarrer par un petit sondage. Aujourd'hui, qui connaît la consommation énergétique de son entreprise parmi vous? Donc, on est très loin de la maîtrise. Mais si je vous repose la question, mais cette fois-ci, qui a consulté son compte bancaire la semaine dernière? Ouais. Donc, non, c'est son compte bancaire personnel. Donc, ça montre très bien qu'aujourd'hui, on est très loin de la maîtrise de la facture énergétique, et ça passe forcément par une mobilisation à plusieurs échelles. L'échelle, je dirais, du concepteur, du bureau d'études, du maître d'ouvrage, mais aussi l'usager. Et c'est cette chaîne de valeur qu'il faudra maîtriser pour pouvoir maîtriser la facture énergétique. Donc, dans ce cadre-là, et dans la continuité de l'intervention de Manaslu, je vais évoquer deux sujets, donc le commissioning et les smart commissioning.
Aujourd'hui, quand on évoque la facture énergétique, c'est généralement trop tard. C'est-à-dire, sur des bâtiments neufs, on commence à aborder ce sujet à la réception. Et quand on est sur des bâtiments existants, on l'évoque une fois qu'on subit l'obligation réglementaire. Et donc, c'est encore trop tard. Donc, c'est pour ça que nous, au sein d'Eletis, on s'est inspiré de modèles de l'industrie et notamment de ce qui se pratique au niveau de la construction navale. Alors, comme vous le savez certainement, un navire, aujourd'hui, c'est un ouvrage à risque. Donc, il faut maîtriser l'ensemble des étapes de conception et de réalisation d'un navire pour pouvoir réduire le risque encouru pour l'ouvrage, mais également pour la marchandise transportée. Et c'est ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est ce qu'on associe aujourd'hui au terme de commissioning. Donc, le commissioning, c'est un terme anglo-saxon. Il n'a pas d'équivalence dans un dictionnaire français, mais on peut le résumer de la manière suivante, notamment dans la construction navale, mais qui peut être transposé sur le marché de la construction. C'est un processus qualité qui vise à réduire le risque d'en atteindre d'un objectif performantiel. Mais il faut savoir ce qu'on entend par performance. Parce qu'aujourd'hui, la performance, ça peut être la facture énergétique, ça peut être un nombre de kilowattheures par mètre carré par an, ça peut être un niveau de confort, mais qu'est-ce que le confort ? Est-ce que c'est un confort pour la partie hivernale, pour la mi-saison, pour la partie estivale ? Donc, la notion de performance, elle est très, très importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un navire n'est autorisé à entrer en service qu'à partir du moment où il a réussi un processus qualité qui passe par la définition des objectifs performantiels. Par la suite, une deuxième étape, par la validation de la raison d'être de chaque élément qui va s'intégrer dans l'ouvrage. C'est-à-dire, quand on sélectionne une turbine avec un certain nombre de mégawatts, il y a forcément une raison d'être. Il y a forcément une fonctionnalité attendue qui est validée par l'ensemble du bureau d'études. Et le nerf de la guerre, je dirais, au niveau de la construction navale, c'est aussi la qualité d'exécution des travaux, donc la mise en œuvre. Et vous voyez qu'on est en train d'évoquer les mêmes problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui dans le domaine du bâtiment. Et après, le dernier levier, c'est la formation de l'équipage qui peut s'apprêter, par exemple, dans le secteur du bâtiment, à la formation, la sensibilisation des usagers pour maintenir la performance dans le temps. Parce qu'en fait, il y a un double enjeu. C'est vous pouvez réussir une bonne conception d'un ouvrage, mais si les usagers ne sont pas mobilisés, ne sont pas formés pour maintenir la performance, il y a forcément une dégradation. Et c'est pour ça que le commissioning a toute sa place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs définitions du commissioning. Il y a un commissioning qu'on peut appliquer à des bâtiments neufs, à des bâtiments en travaux. Et comme précisé tout à l'heure, c'est un processus intensif d'assurance qualité qui commence dès la programmation et qui se poursuit tout au long du projet, donc en passant par l'ensemble des étapes clés, à savoir la conception, la réalisation et la phase d'exploitation. Et il y a un autre élément qu'on peut appliquer aux bâtiments existants en exploitation qui s'appelle le rétro-commissioning, dont l'objectif, c'est de se focaliser sur le bon fonctionnement des installations. On part du constat que l'investissement est déjà réalisé par le maître d'ouvrage et qu'il y a forcément une potentialité à travers la correction des anomalies de fonctionnement qui passe par la programmation, par la régulation. Et derrière ça, il y a la potentialité de 15% d'économie d'énergie. Et généralement, ce rétro-commissioning permet de régler les problèmes qui se sont manifestés tout au long du processus de conception, de réalisation et de travaux. Comment on peut appliquer ce processus de commissioning? Comment nous, on le pratique au sein d'Eletis? Donc, pour les différentes étapes, l'élément clé, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par la performance. Il faut que le maître d'ouvrage s'exprime ou qu'on l'aide à s'exprimer et à valider ses besoins sur ce volet performance. Parce que la performance, ça peut être la consommation, ça peut être des oraux, ça peut être du confort et plusieurs éléments. Donc, à partir du moment où on passe du temps sur le volet programmation, on est en capacité de maîtriser la facture énergétique très en amont. Par la suite, au stade de la conception, il faut être en mesure de qualifier la raison d'être du choix de l'outil qui va être utilisé par le bureau d'études, mais également des solutions qui vont être identifiées tout au long de ce processus. Au stade de la construction, ça a été évoqué tout à l'heure, il faut maîtriser la qualité de mise en œuvre, suivre, mesurer et évaluer, et surtout réaliser une bonne réception des installations et de l'ouvrage dans sa globalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une négligence au niveau, je dirais, de
au niveau de la phase de réception, notamment à travers les essais statiques, dynamiques, voire même les essais liés à l'analyse fonctionnelle. Donc il faut passer par cette étape-là si on veut maîtriser la facture énergétique. Et à chaque fois qu'on va négliger un des paramètres, il y a forcément de la dérive qui va s'instaurer. On va s'éloigner de notre objectif final, à savoir maîtriser la facture énergétique tout au long. Après, il y a la dernière étape qui passe par la phase d'exploitation, où là, l'objectif, c'est d'embarquer les usagers, de les sensibiliser pour pouvoir maintenir la performance dans le temps, voire adapter le niveau de confort selon leur définition du confort, parce qu'aujourd'hui, en Alsace, je pense que la notion de confort, elle sera liée plutôt à du chauffage. Si on va à Perpignan, elle va être rattachée à de la climatisation. Donc, il faut intégrer aussi les spécificités des usagers qu'on a dans les différents bâtiments. Au niveau, je dirais, de l'amélioration et du maintien de la performance, on évoque de plus en plus le sujet du smart building, dont l'objectif, c'est tirer profit, je dirais, de la data qui est collectée tout au long du processus d'exploitation, en vue d'améliorer la performance énergétique. Et vous voyez très bien, à partir du moment où on intervient de manière ponctuelle, parce qu'il y a une obligation, une périodicité liée à des audits énergétiques ou un élément contractuel, on va plutôt se retrouver avec un effet cyclique, ce qui est représenté en jaune. À partir du moment où on va mieux exploiter, je dirais, la data qui est mise à notre disposition, voire exploiter une GTB, on serait en mesure d'aller chercher encore d'autres économies, voire stabiliser la facture énergétique dans le temps. Et c'est ce que vous voyez avec la partie verte sur le graphe. Quelques retours d'expérience au niveau international. Donc là, vous avez un bâtiment canadien qui abrite plusieurs ministères provinciaux, dont le centre de contrôle des feux de forêt. Donc on est sur un usage très spécifique, une occupation 24 heures par jour et 7 jours par semaine, donc tout au long de l'année. La facture énergétique avant intervention à travers une mission de rétrocommissioning s'élevait à 150 000 $ canadiens, aux alentours de 110 000 €. Et après intervention du rétrocommissioning, l'économie qui a été dégagée s'élève à 26% du montant de la facture énergétique. Et je rappelle que quand on intervient en rétrocommissioning, on va chercher à éviter la casse travaux. Donc le retour sur investissement, il est forcément inférieur à 3 ans. Et c'est là l'intérêt, je dirais, de ce volet rétrocommissioning. Vous avez un peu la répartition, je dirais, la répartition du montant d'investissement pour l'ensemble des acteurs embarqués dans cette opération, parce qu'il y a forcément un impact sur l'interne, mais également sur de l'externe. Un deuxième cas, il y a toujours un bâtiment canadien, mais cette fois-ci, c'est une résidence étudiante dont la facture s'élevait à 120 000 $ par an. Et à travers une action de rétrocommissioning, ils ont réussi à dégager une économie aux alentours de 12%, toujours avec un retour sur investissement de moins de 3 ans. Donc là, on est plutôt sur 4 ans parce que il y avait des équipements qui étaient vétustes et il y avait l'obligation de les remplacer. Donc on voit très bien que cette approche qui nous vient des pays anglo-saxons a toute sa place, je dirais, dans notre marché français. Nous, on l'a expérimenté chez Elitis depuis 2005, quand on a conçu la première tour à énergie positive à Dijon. Aujourd'hui, on le pratique. Ça fait partie, je dirais, de notre recette qui nous permet de garantir le résultat sur l'ensemble des ouvrages. Et merci à tous et je me tiens à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci, Hicham. Selon le planning qui m'a été communiqué, il nous reste 5 minutes pour les questions-réponses. Donc, levez la main, je viens vous voir avec le micro. Là, j'ai dû impressionner, là. Donc, on peut poser des questions aussi sur la première intervention. Donc, la première de David Corgier détaillait vraiment une mise en œuvre réelle qui a été faite il y a très peu de temps. Mais ça s'est étalé quand même sur combien d'années déjà ? On a livré en 2020 et la fin du monitoring était en 2022. Donc, c'était sur 2 ans. Bonjour, oui. Peut-être qu'ils puissent tous les deux nous rappeler dans quelles conditions finalement le maître d'ouvrage il peut déclencher
un tel travail qui demande quand même un investissement financier important et puis beaucoup d'ingénierie derrière. Voilà la motivation finalement de la maîtrise d'ouvrage. Vous pouvez démarrer. Moi, je dirais dès l'étude de faisabilité pour un projet, parce qu'à partir du moment où on a la possibilité d'intervenir en tant qu'autorité de commissioning, on est en capacité d'accompagner le maître d'ouvrage pour qualifier ses besoins, enrichir le programme, parce qu'aujourd'hui, il faut sortir, je dirais, du cadre où on va renouveler quasiment le même programme qu'on a appliqué sur une opération qu'on vient de finir. Donc, si on prend le temps de qualifier le besoin, enrichir un programme, on est en capacité de maîtriser la facture énergétique très en amont et de déployer ce plan de commissioning tout au long de l'opération. Il y a aussi un point important, c'est que le commissioning, pour s'engager sur les performances, c'est également aller au-delà du simple respect de la réglementation. C'est un point important, c'est-à-dire que la majorité des projets sont suivant des réglementations, des labels, etc. Le commissioning va apporter quelque chose, puisque c'est un surcoût, c'est pour avoir un gain de performance. Donc il faut avoir une bonne raison d'être, donc il faut une motivation de la maîtrise d'ouvrage pour non seulement viser des objectifs, mais aussi savoir qu'il va falloir consacrer plus de temps et surtout plus de moyens pour la vérification de conformité. Mais à la fin, c'est également gagner en exploitation, en coût d'exploitation, si le travail est bien fait. Voilà. Donc c'est un point important, c'est avoir cette balance et surtout une clairvoyance et une lucidité de la maîtrise d'ouvrage sur la nécessité d'aller plus loin sur certains points. Je vais devant. Je voulais réagir en tant que maître d'ouvrage, parce que je suis le maître d'ouvrage de la Tour Danube. Donc je peux donner l'information pourquoi on a fait ce choix de monitoring. Aujourd'hui, on ne parle jamais de l'usager. On parle que de technologie, on parle que de connaissances, d'ingénierie, de commissioning. Ça, c'est important parce que ça nous permet, on va dire, de qualifier, on va dire, nos futurs bâtiments et faire progresser toute la filière. Mais ce qui nous intéressait, nous, en tant que maître d'ouvrage, c'est pas combien on allait dépenser, c'est qu'est-ce qu'on allait donner à nos usagers. Et nos usagers, ils ont besoin, on va dire, de confort, ils ont besoin qu'on les respecte, ils ont besoin de l'effet waouh, ils ont besoin de connaître, ils ont besoin de s'associer à la performance du bâtiment pour la sublimer. Et donc, si vous privez, on va dire, votre usager d'informations, vous l'engagez pas à se familiariser à ces éco-gestes, à cette obligation qu'il a lui-même de développer donc une éco-citoyenneté, des éco-comportements qu'il peut porter totalement par lui-même. Donc ces investissements, ils sont en réalité très peu coûteux par rapport à la quantité de tonnes de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, parce que si on généralisait en fin de compte ce type de produits ou de bâtiments, on va dire, à l'échelle de la planète, on n'en serait sans doute pas là. Moi, j'ai une petite question sur le rétrocommissioning. Vous avez indiqué qu'il était fait dans le but de ne pas engager de travaux. Oui. C'est quand même une opération qui est lourde, qui demande des audits, des analyses, des simulations. Est-ce que c'est pas dommage de se limiter à gagner 12%, alors que peut-être qu'avec des travaux, même si c'est détaillé un peu plus loin, on pourrait gagner 50%, sachant que l'objectif est de 75% sur des bâtiments qui sont anciens? En fait, le principe du rétrocommissioning, c'est de se focaliser dans un premier temps sur la potentialité existante. Ça, c'est la règle standardisée. On part du constat qu'il y a de la potentialité de gagner 12 jusqu'à 25% sans travaux. Donc, contrairement à de l'audit énergétique où on va réaliser la visite, par la suite revenir au bureau, faire de la simulation, le rétrocommissioning consiste à envoyer une équipe de spécialistes qui va travailler sur site dans un premier temps pour s'approprier le fonctionnement du bâtiment, parce qu'on ne connaît pas le bâtiment, échanger avec l'ensemble des équipes d'exploitation, avec l'ensemble des usagers, et on constate aujourd'hui que grâce à ces échanges, on est en capacité de décrypter pas mal de phénomènes qui nous permettent de corriger des anomalies de fonctionnement et éviter la case travaux. À partir du moment où on s'approprie, je dirais, l'actif, on va identifier des leviers travaux. Et selon, je dirais, le budget disponible chez le maître d'ouvrage, il y a forcément une possibilité pour faire les travaux dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, il faut se focaliser sur l'optimisation. David, vous voulez faire un complément ou... En fait, il y a un point important, c'est tout dépend de la volonté de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir besoin de monitoring pour sensibiliser ses occupants. Il peut très bien aussi avoir... des défauts, donc c'est
Après, cette dimension rétro-commissioning est standardisée et elle reste à des actions qui sont sur des périmètres assez limités. Mais on peut aussi avoir le commissioning pour des rénovations beaucoup plus lourdes. Et nous, on l'opère pour des bailleurs sociaux et pour d'autres acteurs, où là, on engage les travaux et on applique la même méthode. C'est-à-dire qu'on sait que, de toute manière, on est obligé de travailler et sur l'enveloppe et sur les équipements, parce qu'on part de tellement loin sur le patrimoine qu'obligatoirement, il faut aller plus loin que le simple TRI de 3 ans, en sachant qu'un TRI de 3 ans ou un TRI de 14 ans, en 2023, ça ne veut plus rien dire puisqu'on divise tout par 3. Donc c'est un point très important, c'est que la notion de TRI, avec la volatilité du coût de l'énergie, ça n'a plus aucun sens. Et c'est juste une grosse problématique du pilotage par indicateur également des décisions. C'est qu'on ne prend pas des critères de choix sur des critères qui sont obligatoirement, on va dire, pérennes. Et on est en train de le découvrir en 2022-2023. Donc il faut aussi se poser ces questions-là. La maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce qu'elle veut faire? Et ensuite, répondre avec la meilleure méthode. Après, si je peux juste me permettre de rajouter un élément, pourquoi je pense que si on démarre déjà par l'application et la généralisation du rétro-commissioning, il y a du gros potentiel. Aujourd'hui, la facture énergétique de la France s'élève, elle a évolué dernièrement, mais elle était aux alentours de 70 milliards de dollars, tout secteur confondu. Vous imaginez un impact de 15 points sans investissement. Aujourd'hui, c'est non négligeable. Et dernièrement, on évoquait l'obligation tertiaire, et donc qui concerne à peu près 500 millions de mètres carrés sur le territoire national. L'ensemble des maîtres d'ouvrage ne disposent pas de moyens pour pouvoir engager les travaux. Donc, ils subissent, entre parenthèses, cette obligation. Donc, à partir du moment où on applique un rétro-commissioning, on leur montre qu'il y a une potentialité déjà de créer, avec une création d'effets apprentissage et d'appropriation de leurs installations, et à la clé, il y a 15 points, on entame cette démarche, et par la suite, il y a un effet apprentissage qui va se mettre en route avant d'envisager les travaux. Merci, messieurs. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.